Monsieur le Président, Monsieur le ministre d'État, mes chers collègues, Monsieur le ministre d'État, je souhaite tout d'abord, au nom du groupe UMP, saluer votre nomination à la tête du ministère de la Défense et des Anciens Combattants. Ces responsabilités, vous le savez, vous incombent à un moment crucial pour notre politique de défense et nos forces armées, tant au plan national qu'international. En effet, parallèlement à la déflation des effectifs liés à la RGPP et au nouveau format découlant du livre blanc, les armées ont engagé une lourde restructuration, avec notamment une nouvelle carte de stationnement des unités, la rationalisation de la fonction de soutien, la création des centres ministériels de gestion, une mutualisation accélérée, l'externalisation de certains services et, bien sûr, la création des bases de défense. Face à ces efforts conséquents, le Président de la République a tenu à ce que l'économie ainsi réalisée par les armées soit sanctuarisée et affectée d'une part à la revalorisation nécessaire de la condition militaire, d'autre part à l'équipement des forces qui, reconnaissons-le, a servi pendant longtemps de variable d'ajustement. Je veux souligner, Monsieur le ministre d'État, l'engagement et le sens du service des personnels placés sous votre autorité, qui subissent une réorganisation difficile, permanente, mais indispensable. Je veux d'ailleurs rendre hommage, et un hommage appuyé, Monsieur le ministre d'État, à tous nos soldats en opération extérieure, à leurs familles. Il me paraît important de leur faire savoir que la représentation nationale dans son ensemble les assure de son profond soutien. La loi de programmation militaire 2009-2014, que nous avons votée pour l'UMP avec enthousiasme, engage un effort sans précédent dans le domaine des équipements, permettant à nos armées de retrouver un niveau opérationnel satisfaisant et adapté à leur mission, tant au niveau national qu'en opération extérieure. De plus, des crédits satisfaisants sont enfin affectés à leur entretien minima et à la MCO. Si 2009 a été une année exceptionnelle, notamment pour le programme 146 cher à mon collègue Daniel Reiner, et qui restera certainement sans équivalent dans l'effort budgétaire, l'exercice 2010 a connu lui aussi un niveau satisfaisant, même s'il était inférieur à celui de l'année passée. Le volet défense que vous nous présentez dans le cadre du projet de loi de finances pour 2011 prévoit un abattement de 3,6 milliards d'euros sur 3 ans par rapport à la MPM, en partie, rappelons-le, compensé par une réévaluation des recettes exceptionnelles dont on doit espérer, cher Didier Boulot, qu'elles seront enfin au rendez-vous. Mais il est clair pour chacune et chacun d'entre nous que l'impact de la crise internationale et la nécessité de résorber les déficits budgétaires obligeront les pays européens, dont la France, à réaliser de nouvelles économies qui se feront certainement sentir durement en 2012 et 2013. Je crains, Monsieur le ministre d'État, que les crédits que vous défendez deviennent un TOTB, terrible objet de tentation budgétaire, et que vous ne soyez amenés à préparer la clause de revoyure du livre blanc, à faire des choix difficiles, peut-être même au niveau du format de nos armées. Dans cet environnement particulièrement tendu, nos rapporteurs nous ont présenté avec une grande précision l'ensemble des programmes et des crédits formulant des observations pertinentes avec des points de satisfaction, ils vous l'ont dit, mais aussi des inquiétudes et des regrets. Je pense au report de l'évolution du système SCOA, du concept Scorpion, au retard dans le domaine satellitaire, y compris d'alerte avancée, ou pour la rénovation des Mirage 2000D. Je crains même l'abandon pur et simple de cette remise à niveau, avec pour conséquence, cela a été dit, une armée de l'air limitée à 130-150 appareils de combat multimissions au niveau de 2020. Monsieur le ministre d'État, j'attire votre attention sur le risque dramatique d'un décrochage capacitaire pour notre pays. Il y a des limites à la compression budgétaire et n'oublions pas que la défense représente 165 000 emplois directs et des milliers d'autres dans les PME sous-traitantes. Je ne détaillerai pas plus les investissements et les programmes retenus ou repoussés. Cela a déjà été fait. Mais je voudrais inciter sur un certain nombre de dossiers qui me tiennent particulièrement à cœur. D'abord, contrairement à ma collègue de Messine, je me félicite du double accord franco-britannique de défense qui garantit aux deux pays la pérennité et la souveraineté de nos forces de dissuasion
complément, je le répète, complément et non substitut à la défense antimissile balistique. Cet accord représente aussi la première implication en vraie grandeur d'une coopération structurée permanente, un noyau dur d'États pilotes décidés à consacrer un effort important et conséquent à leur défense et à travailler ensemble. J'espère et je ne doute pas que d'autres pays nous rejoindront, je pense en particulier à l'Italie et à l'Espagne. Le deuxième volet de ces accords va permettre la mutualisation de certains équipements, le MRTT par exemple, et de certaines formations et de MCO, je pense à l'A400M. Ce rapprochement jette aussi les bases d'une complémentarité et d'une interopérabilité de nos groupes aéronavals, ainsi que la création d'une brigade franco-britannique qui, en raison des similitudes d'emploi et de règles d'engagement de nos forces, devrait être opérationnelle et réellement projetable, contrairement à la brigade franco-allemande qui, reconnaissons-le, demeure avant tout hautement symbolique. Enfin, ce rapprochement va permettre le partage des coûts de la recherche et du développement, indispensable pour garantir notre souveraineté, ainsi que la pérennité d'une partie importante de notre industrie de défense, en France et en Europe. Cela est vrai dans le domaine nucléaire et dans les briques technologiques que nous pourrons apporter à la défense antimissile balistique de l'OTAN, mais aussi pour un certain nombre de programmes majeurs qu'il reste à préciser. Nous soutenons donc, Monsieur le ministre d'État, un effort supplémentaire annuel de 50 millions d'euros chacun pour chacun des deux pays dans le domaine de la R&D, et cela dès 2011. Je voudrais aussi évoquer le présent et l'avenir des drones MAL. L'accord franco-britannique permet d'envisager sérieusement la mise en œuvre vers 2020-2023 d'un drone MAL, nouvelle génération et forte capacité, découlant certainement du démonstrateur de BAE Mantis. Toutefois, il est indispensable d'apporter dès 2013, Monsieur le ministre, une réponse pragmatique aux besoins de nos forces sur le terrain dans le domaine des drones MAL. Votre prédécesseur, cela a été dit, était sur le point de finaliser son choix entre le traitement des obsolescences et un achat de complémentaires de drones Harfang, ou l'adaptation du Héron TP d'IAE israélien à plus forte capacité, ou encore l'achat d'une génération de drones d'origine américaine ayant fait leurs preuves sur le terrain et à forte capacité d'emport de General Atomics, pour lequel il semblerait que nous ayons obtenu des assurances quant à l'autonomie d'emploi et à l'installation de systèmes français. Votre choix, Monsieur le ministre d'État, sera difficile, car il faut prendre encore le coût d'achat, de maintenance, le calendrier, l'impact sur l'industrie française, mais aussi les besoins des utilisateurs militaires sur le terrain et la réponse à de nouvelles menaces. Je pense à ACMI ou aux pirates au large de la Somalie. À Lisbonne, Monsieur le ministre d'État, la France a obtenu de nombreuses avancées sur l'évolution du concept stratégique de l'OTAN, mais aussi la réduction des effectifs et des agences de l'Alliance. Nous devons nous féliciter de notre retour au sein du commandement intégré, sans lequel ces résultats n'auraient pu être envisagés, pas plus d'ailleurs que l'accord franco-britannique. Je crois cependant que ce sommet témoigne d'un certain éloignement des États-Unis par rapport à la vieille Europe, avec le souhait de nous voir nous engager plus en avant dans notre propre défense, y compris avec la défense antimissile balistique. La priorité des États-Unis, vous le savez bien, se tourne dorénavant vers l'Asie, avec des pays partenaires, clients ou concurrents qui peuvent représenter des risques ou menaces tangibles pour les États-Unis dans les décennies à venir. Au-delà du PLF 2011, Monsieur le ministre d'État, les difficultés budgétaires nous obligeront à aller plus loin dans les mutualisations et rationalisations. Ce qui est fait dans le domaine des armées devra être étudié pour nos industries de défense, car on voit bien qu'on ne peut conserver au niveau européen une multitude d'acteurs mineurs tributaires de leurs marchés nationaux et qu'il faut soit de la complémentarité, comme One MBDA, soit des adossements industriels, pourquoi pas bi ou multilatéraux. Je pense en particulier au groupe terrestre d'armement. À votre arrivée au ministère, on raconte que vous avez déclaré qu'il s'agissait d'une mission passionnante dans un ministère où il y avait énormément de choses à faire, avec des moyens financiers conséquents. Vous avez déjà pu découvrir, Monsieur le ministre d'État, que votre mission est en effet particulièrement exaltante,
qu'il y a énormément de choses à faire, mais que malheureusement, les moyens financiers ne sont pas au rendez-vous face aux défis que nous devons relever ensemble. D'autant, et je voudrais le rappeler ici, que derrière ces programmes et ces budgets, il y a des hommes et des femmes dévoués au service des armes de la France et qui vont parfois jusqu'au sacrifice suprême. Monsieur le ministre d'État, le groupe UMP vous accorde sa totale confiance pour conduire les réformes nécessaires et vous apportera son soutien entier pour l'adoption des crédits de la mission Défense. Je vous remercie.